On ne touche pas un baobab. C'est sacré. Peuple sérieux, libérez mon président, Laurent Gbagbo. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ces messieurs-là? Laurent Gbagbo est un baobab. C'est pour libération. Quiconque cherche à l'abattre tombe toujours. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Qui t'a dit? Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant de maman. Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant de maman. Toujours servi, et ça viendra toujours. Oh toi, c'est qui ça là? Bonsoir. Mais quoi dit ta couille? Quand tu tues les gibiers de la forêt, il y a toujours un qui reste vieilli. Libérez mon président, mes présidents, Laurent Gbagbo. Habite-toi dans ces chaises, libérez mon président, mon président, Laurent Gbagbo. Patriote, Lâche pas. combattant, Mon maudit, Laurent Gbagbo. Président, Ayoka, Ayoka, Ayoka. Attaque-le, Ayoka, Ayoka. Eh ben, t'es déjà, ça peut être nos Jésus. Ils savent pas. combattant du monde, patriote du monde, marche, crie, hurle, dénonce l'injustice faite au peuple africain. On dit l'homme propose des discours. On a proposé, mais Dieu a proposé. Nous serons colons sur le même monde. La vérité. Liberté, Yes, papa, cadeau pour toi. Même si c'est cadeau, si c'est Nyagamio, on est derrière toi, président. Tu soumani, tu soumani, tu soumani, c'est Nyagamio, on n'est pas digné, on est derrière toi, fais pour te libérer. On n'est pas dans les pleins, on s'en fout de ça. Papa, ou pas? dénonce l'injustice et le mépris qu'ils ont pour les peuples. Ils désirent. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, des gens remplis de voyance, ont relevé ta dignité. Des ficheurs de Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta. Mobilisation presque totale le samedi 4 mai 2013 à Toulouse, Ville Rose. À l'invitation des associations Kémit, AESGS et CJ Pensia, la Web TV et Venus TV a présenté son film documentaire intitulé L'audience du président Laurent Gbagbo ou le procès de la victime, un condensé des événements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire depuis 2002 jusqu'à l'audience de confirmation des charges retenues contre Laurent Gbagbo, audience tenue du 19 au 28 février 2013 à La Haye. Bonsoir
Toulouse. Bonsoir les Toulousaines et les Toulousains. Je suis content et fier d'être ici. Avant tout propos, vous savez, depuis 2002, la Côte d'Ivoire a perdu beaucoup de ses enfants. Je voudrais, en même temps que moi, qu'on observe pour cela, pour ceux qui ont perdu la vie, là maintenant, s'il vous plaît, une minute de silence. Je vous remercie. Notre présence à Toulouse est le cheminement d'un programme qu'on a mis en place afin de permettre à tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes dans toute la France d'être au même niveau d'information. Ça fait quoi, 24 mois, 2 ans, dirais-je, que beaucoup d'Ivoiriens luttent pour le bonheur de leur pays. Il est important de savoir que le combat et cette lutte-là n'est pas seulement situé au niveau de Paris. Beaucoup parmi vous êtes souvent sur Paris quand il y a des manifestations. Nous avons jugé utile de venir vers vous cette fois-ci afin de vous apporter l'information, afin de vous témoigner notre encouragement et vous dire merci pour le combat que vous menez vous aussi. Je suis Edouard Gabré, DG de Event News TV. Nous sommes un organe de presse de gauche, né à la faveur de la crise, parce que nous nous sommes rendus compte que la communication n'a pas été le point fort de ce pouvoir-là. Je ne veux plus dire qu'il a été le talon d'Achille. Or, aujourd'hui, on doit pouvoir retenir que l'information et la communication, c'est un venin mortel et quand on ne le maîtrise pas, on part tout droit vers l'échec. Je voudrais donc présenter modestement mon organe de presse. Je me suis déplacé avec mes collaborateurs. Je voudrais qu'on salue avec moi celui qu'on appelle dans notre jargon à nous le DP, Directeur de publication, Ida Oula, s'il vous plaît. Monsieur Oula. Tout à l'heure, quand vous êtes entré, vous avez vu quelqu'un avec une caméra. C'est notre red chef. Chez nous, on dit en communication, en matière de presse, le rédacteur en chef. Je voudrais qu'on salue celui qui a la caméra, Philippe Cour, s'il vous plaît. Celui qui tient la plume, celui qui va faire des rapports, celui qui va faire des tests, celui qui va réfléchir aux éléments à vous transmettre par écrit. C'est nom Augustin Guiguet. Je vous conseille. Event News TV est né il y a 2 ans seulement et nous faisons notre chemin modestement. Nous étions le seul organe de presse, toute modestie mise à part, à avoir assisté au procès, à l'audience du président Gbagbo à La Haye, 19 février au 28 février. On y a tenu pendant les 15 jours, on y était tous les jours. Parce que nous estimons que ce procès, qu'on appelle un procès hors norme, vous verrez dans le feu qu'on va distribuer, c'est écrit l'audience de confirmation des charges ou le procès de la victime. C'est un cas d'école, c'est un cas inédit. Il est important qu'on vous l'explique. C'est pour cela qu'on se déplace avec ceux qui savent, ceux qui ont le savoir nécessaire pour vous expliquer les points sur lesquels vous pouvez ne pas avoir compris. Beaucoup ont assisté, beaucoup ont vu des brides, beaucoup ont entendu, mais nombreux sont ceux qui, techniquement, n'ont pas compris les enjeux de ce qui se passait. Mais avant, cette manifestation organisée ce soir ici, elle est faite sur les Event News. Mais Event News n'est pas de Toulouse. Nous avons forcément des personnes de ressources à Toulouse qui nous ont permis ce soir d'être parmi vous. Je voudrais saluer ici M. Guy Nere-Kwasi. Lui, je le connais déjà, on se connaît depuis longtemps. Il y a un avec qui j'ai géré cet événement depuis Paris.
que j'ai connu seulement hier de visage. Je veux qu'on salue Béza, comme on l'appelle ici, Aléa Kassi. Mais également, je voudrais remercier les associations suivantes. L'association Kemit de Toulouse, l'association AES-SGS, l'association CJ Pensia de Toulouse. Je pense qu'avec toutes ces forces-là, le combat sera forcément gagné. Et comme a dit le président Gbagbo, avec Toulouse, on ira jusqu'au bout. La démocratie a été utilisée comme prétexte pour combattre la démocratie. C'est une tentative de coup d'État dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002 qui se mue en rébellion armée. Les populations civiles se mettent à l'abri. À l'hôpital, les premiers blessés. Je vous propose de commencer ce journal par un document exclusif. Il s'agit précisément de l'attaque aérienne de Bouaké, au cours de laquelle 9 soldats français ont été tués. Découvrons ces images filmées en temps réel par une télévision locale de la zone rebelle. Mais la mort de centaines de patriotes, tués sous l'œil de milliers de caméras par l'armée française, sera banalisée par ces médias et par les ONG des droits de l'homme. Et donc comment vous les avez récupérés? Qui étaient en sommeil sur les camps des caméras non filmées, qu'ils ont donné ces cassettes à la télé ivoirienne, qui n'avait pas de quoi les transcoder, donc qui n'a pas pu les utiliser, qu'ils ont voulu aussi les donner aux télé françaises à Paris, et personne ne les a reçues. Du coup, ces cassettes, depuis un mois et demi, c'est dans la nature, avec tout ça. Notamment, les procès-verbaux de dépouillement et de recensement des votes visés par les représentants des différents candidats ont été transmis par nos soins au Conseil constitutionnel qui statuera, conformément aux dispositions de l'article 59 nouveau. Comme l'a été le premier tour de l'élection. Je souhaite donc à mon frère que nous ayons un débat courtois, bien sûr, c'est ce que vous avez souhaité, et que nous puissions dire aux Ivoiriens ce que nous proposons pour sortir la Côte d'Ivoire des difficultés. Je vous remercie. Monsieur Laurent Gbagbo. Merci. Et je voudrais aussi remercier le Premier ministre. D'après l'accusation, l'article 25.3d pourrait aussi être mis en œuvre. Mais face à toute cette mascarade politico-judiciaire, alors que le monde entier s'attendait à voir un Laurent Gbagbo revanchard qui ferait le procès de l'ONU, de la France et même de la CPI, c'est un Laurent Gbagbo debout sur ses pieds après 30 heures de l'audience qui va d'abord rendre hommage à ces millions d'Africains et amis de la Côte d'Ivoire qui se seront mobilisés pour sa cause depuis le 11 avril 2011, non sans donner quelques conseils à ces pères chefs d'État africains encore sous l'emprise du néocolonialisme. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, j'ai suivi ces débats, j'ai entendu beaucoup de choses. Certaines fois, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire, mais d'autres fois, je m'en suis trouvé tellement éloigné. Par exemple, quand on dit il a signé un papier pour déployer l'armée, jamais. J'ai signé un décret pour que tous les FDS soient mobilisés. Mais c'est une pratique qui date de 1961, qui date de l'époque où l'armée a été créée. Le chef de l'État peut, en cas de trouble, signer un décret, parce que la police, c'est la police, ensuite il y a la gendarmerie, mais si ces deux forces sont totalement submergées, elles peuvent appeler l'armée en renfort. Et donc, pour ça,
le président de la République signe un décret qu'il donne aux différents chefs. C'est à eux d'utiliser l'armée ou de ne pas l'utiliser, ça dépend de ce qu'ils pensent de la situation. Donc, c'est des choses pratiques comme ça et petites qu'on aurait pu expliquer. Mais il laisse des traces pour la démocratie. Et c'était Evennews TV, qui initie l'événement pratiquement une fois par mois, est à sa 3e représentation après le palais des congrès de Montreuil, près de Paris et Lyon. Bonsoir. En tout cas, merci à tous les Toulousains et les Toulousaines de recevoir aujourd'hui Evennews TV. En fait, c'était pour vous dire simplement que c'est un résumé de 2002 jusqu'au 28 février 2013. Donc c'est un film documentaire que Evennews TV a réalisé. Vous avez vu aussi que dans les images, c'est les images des télévisions européennes que nous avons mis ensemble. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de montage, il n'y a pas eu de faux dans ce documentaire. Adoptant à l'occasion le même décor, les responsables de la chaîne en ligne ont fait appel ce samedi à la contribution de plusieurs sachants, donc Dr Bouga Sako Gervais, ex-membre de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire et président fondateur de la FIDOP, Maître Abiba Touré, juriste et avocat de la famille Gbagbo. À leur côté, Alain Toussaint, journaliste et ancien conseiller du président Laurent Gbagbo. Merci. Bonsoir. D'abord, mes remerciements à nos amis de Toulouse qui accueillent la délégation de Evennews, que je félicite une nouvelle fois pour cette excellente initiative qui permet de décrypter la situation judiciaire ou juridique du président Gbagbo et en même temps de donner des clés pour comprendre les enjeux de ce qui se joue en ce moment en Côte d'Ivoire. J'ai souhaité ce soir me mettre dans une perspective un peu historique pour comprendre les agissements de l'Occident en Afrique. Le président Gbagbo, vous le savez, a pour lui une longue carrière politique, une trentaine d'années dans l'opposition, 10 années d'exercice du pouvoir, perturbé par la France et sa rébellion. Mais pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il est important de regarder dans le rétroviseur. Car il y a une permanence dans les agissements de l'impérialiste français. Vous vous souvenez sans doute de Samori Touré, qui a pendant longtemps résisté à la pénétration coloniale française et qui a été par la suite déporté au Gabon, où il est mort en captivité. Il y a également Béhanzin, le roi du Dahomey, capturé dans son pays. Il a abdiqué, il a été déporté en Martinique. Il y a vécu un certain nombre d'années et en 1906, il est mort à Alger. Il y a, avant le président Gbagbo, un patriote ivoirien. Je voudrais m'attarder un peu sur son parcours. Il est originaire de Beaunois. Il est abouré et c'est un ancêtre de la première dame, Simone Gbagbo. Il s'appelle Kadjo Amongwa, dit Toto Sigra, c'est-à-dire le lion,
celui qui sort toujours victorieux de la bataille, celui qui vainc l'ennemi, celui qui intimide et prend toujours de l'ascendant sur l'autre. Alors, le 22 octobre 2005, notre ancêtre, Amangua, a été honoré en Côte d'Ivoire, à Bonoua, où une statue a été construite en son honneur à la suite du rapatriement de ses restes. Parce qu'en effet, après avoir combattu les Français, il a été capturé par le colon qui l'a déporté au Gabon. Il est mort en captivité et en 1910, il a été enterré au Gabon et ensuite, donc, 112 ans plus tard, je crois 92 ans plus tard, ses restes se sont donc retrouvés, enfin, il a eu droit à une sépulture sur sa terre natale. Amangua était un stratège politique, selon les notes publiées par le professeur Christophe Ongi, qui est historien et qui fut un des conseillers spéciaux du président Gbagbo. Il a combattu la colonisation française. En réponse à sa résistance, la France l'a déporté au Gabon. Donc l'histoire, vous pouvez l'observer, le relever, est un éternel recommencement. Le président Gbagbo arrive au pouvoir dans un contexte extrêmement difficile. En octobre 2000, le pays est coupé à l'international puisqu'il n'a plus de relations avec les institutions financières de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, et puis également avec les partenaires bilatéraux tels que l'Union européenne. Et le gouvernement qui a été mis en place est dirigé par le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, rétablit ces relations après de nombreuses tractations qui permettent à la Côte d'Ivoire de réintégrer la grande communauté financière internationale. Sur le plan diplomatique, le président Gbagbo diversifie ses relations avec la Russie, avec l'Inde, avec la Chine, avec le Brésil, quelques-uns des pays qui constituent ce qu'on appelle les BRICS, donc les pays émergents qui constituent une menace importante pour les Occidentaux. Naturellement, cela dérange. Et la France, en 2002, on l'a déjà indiqué ici, mais je vous donne un peu le dessous des cartes, lance une rébellion à l'assaut du pouvoir du président Gbagbo. Donc, je fais en fait ce rappel pour que vous compreniez. Et lorsque je remonte un peu dans le temps, un siècle plus tôt, Samori Touré avait été également combattu par la France parce qu'il régnait sur un empire et il avait pris sur lui de diversifier ses relations avec les territoires britanniques, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui la Sierra Leone ou le Libéria. Et ses partenaires français avaient mal pris cela et ont décidé de le combattre, de le renverser et de le déporter au Gabon. Après ce rappel historique qui met en lumière le destin des grands hommes, brillamment exposé par le journaliste Alain Toussaint, la parole est revenue au président fondateur de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, l'universitaire Bokar Sako Gervais. Exilé en Europe depuis le 10 juin 2011, suite à la guerre post-électorale survenue en Côte d'Ivoire, Bokar Sako Gervais s'est pour sa part appesanti sur le sort des réfugiés ivoiriens du camp d'Avepozo de Lomé au Togo. Le 1er mai, il y a donc de cela 2 à 3 jours, j'ai été invité sur une radio en ligne, la Voix de la résistance africaine, la VRA, pour parler d'une question essentiellement grave, la question des réfugiés politiques ivoiriens. Avec la crise qui est advenue dans notre pays, à cause de cette élection du 28 novembre 2010,
des milliers d'Ivoiriens ont fui la Côte d'Ivoire. Je fais partie de ces Ivoiriens-là, abandonnant leurs enfants, leurs parents, leur boulot. J'ai eu le malheur, moi, de vivre les deux crises. J'ai vécu la guerre de 2002. Avec des étudiants, nous avons dû marcher dans la brousse pour quitter Bouaké, pour venir jusqu'à Yamoussoukro. On a marché jusqu'à Ndiaye-Bonois, et puis des voitures de fortune nous ont sauvés pour venir à Yamoussoukro. Nous avons encore vécu la seconde guerre, celle de 2010. Des milliers d'Ivoiriens ont fui leur pays. Ils sont réfugiés au Togo. À la faveur de ce débat du 1er mai, il était question d'évoquer leur situation miséreuse de réfugiés politiques qui ont reçu, sur la base de la Convention de Genève de 1951, ont reçu le statut de réfugiés politiques. Et donc, à partir de là, ils sont en droit d'être protégés par le système des Nations Unies, le HCR. Ils sont dans les camps. Nous avons évoqué cette question-là le 1er mai dernier, il y a seulement 3 jours. Et le même soir, la porte-parole des femmes de ce camp, Madame Gogwa Elisabeth, a été bastonnée par la gendarmerie de Togo. Et le lendemain, les gendarmes sont venus dans le camp et ils ont mis le feu aux tentes qui y avait dans le camp. Cela me fait penser à ce qui s'est passé encore dans mon pays, dans le camp des réfugiés de Naïbli, à côté, à quelques 100 mètres des casques bleus des Nations Unies. Je voudrais saisir cette occasion de Toulouse pour m'adresser aux États togolais, ghanéens, béninois et leur dire: chaque État sur la planète a des engagements. Lorsque nous allons à des accords internationaux, nous sommes tenus de les respecter. Si vous avez ratifié les conventions de Genève, il faut respecter les populations qui sont sous la protection des Nations Unies, qui sont appelés réfugiés politiques. Les Ivoiriens n'ont pas demandé à aller se réfugier chez les Ghanéens, chez les Togolais, chez les Béninois, parce qu'ils sont heureux peut-être d'aller hors de la Côte d'Ivoire. Non. L'Ivoirien, tel qu'il est, il n'aime pas sortir de son pays. Donc je voudrais interpeller ces États-là, très solennellement, pour dire: tous ces Ivoiriens qui sont sortis de la Côte d'Ivoire par la force de la guerre, une guerre causée par la communauté internationale, dont la CEDEAO n'est pas irresponsable aussi, elle a sa part de responsabilité. Tous ces Ivoiriens-là sont sous la protection, non seulement des Nations Unies, et donc du HCR, mais aussi de ces États où ils se retrouvent. Et qu'ils sachent que ce qu'ils font à nos ressortissants aujourd'hui, tôt ou tard, ils vont le payer, mais très cher. Notre pays abrite près de 30% au moins d'étrangers de la sous-région qui ont fait fortune chez nous. Ce n'est pas une bonne façon de nous dire merci parce que nous sommes en difficulté. Je lance cet appel-là parce que cette femme a été battue. Elle était dans le coma. Aujourd'hui, j'espère, par la grâce de Dieu, elle a la vie sauve. Mais je dis à ces États de faire très attention. Et le sort de cette femme, c'est aussi le sort d'une autre grande dame, dont la pensée me vient maintenant. La première dame, Mme Simone Gbagbo. Et vous avez, je la salue. Vous avez appris que ces temps-ci, sa santé est un peu en difficulté. Et c'est l'occasion de parler un peu à M. Ouattara aussi. Parce qu'il faut qu'il fasse très attention. Nous savons très bien que M. Ouattara fait la pression en tant que président de la CEDEAO. Il met la pression sur tous les États qui sont dans les environs pour obliger les Ivoiriens à rentrer. Mais aucun Ivoirien n'est heureux hors de son pays. Il suffit à M. Ouattara de mettre les conditions de sécurité, les conditions de protection des droits de l'homme en place. Les Ivoiriens vont rentrer dans leur pays. Mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est qu'il a peur. Il a peur de M. Gbagbo Lora, même étant à la Cour pénale internationale, il a peur de son parti politique, il a peur de tous ceux qui se réclament de lui. Alors s'il a si peur des Ivoiriens, qu'ils partent de la Côte d'Ivoire. C'est pas compliqué.
Très attendu à Toulouse depuis la nouvelle de l'évacuation sur Abidjan de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Eve Gbagbo, l'avocat de la famille Gbagbo, respectueuse des textes de loi de sa profession, n'a pas voulu en dire plus sur les vraies raisons de cette évacuation dite sanitaire au moment où des mauvaises langues parlent de son éventuel transfèrement à La Haye. Alors qu'est-ce qu'on doit attendre du 28 mai? Qu'est-ce qu'on doit attendre du 28 mai? Alors j'ai envie de vous dire, il peut y avoir confirmation. C'est une possibilité, on ne doit pas l'écarter, il faut aussi qu'on soit lucide. Il peut y avoir confirmation des charges. Confirmation totale. Mais dans ce cas-là, il faudrait que la CPI, que le procureur soit logique avec lui-même, et s'il décide vraiment d'aller jusqu'au bout dans cette logique, mais qu'il transfère également les responsables de l'autre camp, qu'on attend toujours. Il peut y avoir une confirmation partielle. Et j'ai envie de vous dire, c'est la même chose. Confirmation totale ou partielle, on en est là, on va avoir un procès au bout de 5, 6, 7 ans. Et il peut rester là-bas, effectivement. C'est une possibilité, c'est une hypothèse. Ou il peut y avoir, c'est ce qu'on espère, un abandon des charges. Mais là encore, il faut être lucide. Parce que s'il y a abandon des charges, il ne faut pas croire que le président sort de La Haye et puis direct il prend le premier vol pour Abidjan et puis il est accueilli comme un... faut être réaliste. Ça ne se passera pas comme ça. À supposer même qu'il y ait un abandon des charges, il est fort probable que M. Ouattara exige le retour de son prisonnier. Pourquoi? Parce qu'il est inculpé pour crime économique. Bon. Et là, vous allez me dire, mais alors que va faire la CPI? Est-ce que la CPI peut le remettre? La CPI peut le remettre, parce qu'effectivement, dans la coopération qu'il y a eu entre la CPI et les autorités ivoiriennes, ils peuvent dire, bon, ben, on vous rend l'appareil. Et on vous rend votre prisonnier, effectivement, pour qu'il rende compte des crimes économiques dont vous l'accusez. Là, on doit être lucide aussi, et on doit pouvoir anticiper ce que l'on peut faire dans cette situation. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on s'enferme, que l'on se focalise sur l'idée de l'abandon des charges en se disant si on a l'abandon des charges, on a gagné. Non! On peut avoir l'abandon des charges, mais croyez bien que en face, il réfléchit déjà à cette possibilité-là. Et qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation-là? Bien qu'ils espèrent à 60-70% que les charges soient au moins confirmées partiellement. Mais ils se disent bien que si les charges sont abandonnées, ils le récupèrent. Et oui. Donc ici, il le récupère. Qu'est-ce qui se passe? Il le récupère, il le garde. On a vu déjà que ça fait 2 ans que les autres attendent d'être encore jugés. Ils ne le sont toujours pas. Ça va durer un temps infini jusqu'à ce que M. Ouattara décide finalement de le juger, si tant est qu'il le juge un jour. Voilà ce qui pourrait arriver. Mais ça, on doit être lucide. Ça, on doit être lucide et le voir et se dire que ce n'est pas quelque chose qu'on doit écarter d'un revers de main. C'est une possibilité. C'est une hypothèse, mais sérieuse. Alors, il est possible aussi que le président, que les autorités disent non, eu égard à ces conditions de détention, on ne vous le rend pas. Parce qu'effectivement, il a fait l'objet de mauvais traitements et on lui accorde un asile ou alors on accepte de le renvoyer vers un pays qui accepte de le recevoir. C'est une possibilité aussi. Mais, comme le disait tout à l'heure Bogassako Gervais, nous n'avons pas vocation, nous Ivoiriens, à résider à l'étranger. En exil du moins. On n'a pas vocation, et le président encore moins. Donc c'est une solution, certes, provisoire, qui peut nous soulager, parce qu'on va se dire au moins il ne subira pas de nouveaux mauvais traitements, mais ça ne peut pas être une solution définitive. En réalité, le cas du président Laurent Gbagbo est véritablement, je vais dire, c'est plus qu'un caillou, c'est une épine dans le pied des Nations Unies. Parce qu'ils ne savent pas comment gérer ça. On a envoyé un homme proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel de son pays à La Haye, en pensant que, en tout cas, ça permettrait à celui qu'on a voulu placer de pouvoir, en tout cas, pratiquer le pouvoir, et on se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur. Bon.
Et on se rend compte, mais j'ai envie de dire, c'est même pas ça le plus grave, qui ne soit pas à la hauteur. La difficulté, c'est l'instabilité que cela crée dans le pays. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un peuple que de ne plus croire en la justice. Quand on ne croit plus à la justice, on se fait justice soi-même. Ça provoque une instabilité, c'est donc une grave menace pour la paix, et ça peut constituer un désaveu énorme pour les Nations Unies. Donc le cas Gbagbo n'est pas un cas anodin, c'est même pas un cas d'écueil, j'ai envie de dire, c'est vraiment le cas le plus extraordinaire qu'ils aient à gérer en réalité. Les échanges qui ont suivi la conférence ont permis aux compatriotes ivoiriens venus de toute la Haute-Garonne, dans le Midi-Pyrénées, de mieux s'imprégner des procédures judiciaires concernant l'audience de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Avant cette rencontre, la délégation de Evenews TV a assisté à la journée anti-tabac organisée par l'association ivoirienne France-Côte d'Ivoire. Moi, c'est Paulin Saïri, président de l'association France-Côte d'Ivoire. Pourquoi France-Côte d'Ivoire? C'est pour dire que nous sommes dans un pays qui nous a accueillis, qui nous a reçus, et nous sommes là. Nous voulons parler de l'intégration, d'amitié, d'échange. Disons pour laquelle nous avons pris le nom France-Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a des événements qui peuvent dépasser notre attendement, notre compréhension. Mais nous voulons sceller cette amitié France-Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir une délégation qui sont venus de par la Côte d'Ivoire. Mais nous, depuis ce matin, nous sommes là pour mener un événement qu'on appelle la lutte contre le tabac. Le tabac tue des millions, pas seulement en France, mais à travers le monde. Pas seulement à Toulouse, mais à travers le monde. Donc nous, France-Côte d'Ivoire, une association de Toulouse, nous avons décidé, en partenariat avec l'association Top Tabac, dirigée par le docteur Michel Jean, qui est le cardiologue de Pulpan, de l'hôpital Rangueil. Nous avons décidé de faire une journée contre le tabac pour sensibiliser les jeunes aux méfaits négatifs du tabac. Pour laquelle, depuis ce matin, ce tournoi, c'est un tournoi de sensibilisation. Donc nous avons mené ce tournoi. Depuis ce matin, il y a eu l'agent au maire, M. Briançon, qui est le parrain de l'événement. Il y a eu Mme Durieux, qui est l'agent au maire chargé de la santé. Il y a eu M. Christophe Adves, qui était le représentant de l'ancien maire, Jean-Louis Moudin. Toute cette délégation des officiels était là pour parrainer l'événement. Et ils ont été venus nous féliciter du fait qu'une association, disons le mot qui fâche, parce que souvent on ne le dit pas, disons le mot, une association africaine fait un tel événement, souvent on dit souvent c'est les autres, mais là nous sommes une association africaine qui fait un événement qu'on fait en général, disons le mot qui fâche, les Blancs. Pourquoi pas nous? Donc nous avons décidé, j'étais tous étonnés qu'une association fasse un grand événement. Nous voulons sensibiliser nos jeunes gens, nos jeunes filles aux méfaits négatifs du tabac. Voilà un peu le contexte de la journée. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Réseau Ayogan. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ces messieurs-là? Laurent Gbagbo est un baobab. C'est pour libération. Quiconque cherche à l'abattre tombe toujours. Qu'est-ce qu'il a fait pourquoi? Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Qui t'a dit? Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant des mamans. Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant des mamans. Toujours servi, et ça viendra toujours. Oh toi, c'est qui sera? Pose-moi. Mais quoi dit d'accord? Quand tu tues les gibiers de la forêt, il y a toujours un qui reste et vieillit. Libérez mon président, Laurent Gbagbo.
Yes, papa, cadeau pour toi. Même si c'est gâteau, si c'est Nyagamio, on est derrière toi, précis. Tu soumani, même si c'est gâteau, si c'est Nyagamio, on n'est pas digné, on est derrière toi, fais pour te libérer. On n'est pas dans les pleins, on s'en fout de ça. Papa, ou pas? Dénonce l'injustice et le mépris qu'ils ont pour